Bonsoir, je suis très heureuse d'être en votre compagnie pour lancer cette nouvelle semaine. Voici les titres de ce lundi 21 novembre. Il est censé ouvrir à la rentrée 2023. Les travaux du futur complexe Jean Burger à Thionville continuent. Il pourra accueillir des compétitions sportives internationales ainsi que les scolaires de la ville. Il sillonne les routes du département et au-delà. Depuis près d'un siècle, les autocars Schiedler ont été mis à l'honneur ce week-end. La place du marché de Bouzonville est devenue la place Nicolas Schiedler. Reportage dans quelques minutes. Et puis nous irons au bord de l'eau, à l'étang de l'Indre. Ce week-end se déroulait la 14e édition de la fête de la Grande Pêche, un événement toujours très attendu. La météo de demain sera grise avec 4 degrés maximum au réveil. L'après-midi, le ciel sera partagé entre pluie, nuages et éclaircies. Le thermomètre affichera 9 degrés au plus haut. Et enfin, l'invité de ce lundi est Pascal Triboulot qui va nous rejoindre en visio dans quelques instants. Il est vice-président de Fibois Grand Est et il était présent aux assises régionales des forêts et du bois il y a un an à Remiremont. Le 18 novembre dernier, des conclusions sur l'avenir des forêts dans notre région ont été présentées. On fera le point avec lui dans quelques minutes, mais avant, on développe les titres. Il faut encore un peu de patience pour le redémarrage du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Il devait être raccordé au réseau ce lundi après des travaux de maintenance, mais il le sera finalement que le 27 novembre. Une date qui pourrait encore bouger car certains matériaux à l'arrêt depuis 9 mois doivent être testés. Pour rappel, avec les réacteurs 1 et 3 à l'arrêt jusqu'en février, seul le numéro 2 alimente à l'heure actuelle le réseau en électricité. La politique de rénovation urbaine menée à Thionville prend forme à l'image du futur complexe Jean Burger. Depuis la démolition de l'ancien gymnase, il y a 2 ans, les travaux avancent à grands pas. Le gros œuvre terminé, l'équipe municipale s'est offert une visite de chantier afin d'entrevoir tout le potentiel de cet équipement qu'accueillera pour la rentrée 2023 les scolaires et les associations sportives de la ville. Regardez. Là, on est dans la dernière phase. Attendu par de nombreux sportifs, le futur complexe Jean Burger surplombe déjà Thionville. En plein centre-ville, cet équipement polyvalent abritera un espace de réception, une salle dédiée à la gymnastique, ainsi qu'un gymnase multisport de 4400 m², répondant aux normes des compétitions internationales. On a essayé de répondre aux exigences des clubs à demeure parce que d'une part la TGRS c'était mon premier club français et d'autre part à l'escalade il y avait une demande pour des championnats internationaux, donc il fallait agrémenter de 1 mètre de plus qu'à la millière, donc eux il y avait beaucoup de demandes parce qu'il y a 300 personnes qui attendent d'adhérer au club d'escalade. Avec ses gradins modulables, le gymnase pourra accueillir jusqu'à 1500 personnes dans ses tribunes. Fréquenté au quotidien par les écoles de la ville, il permettra la pratique simultanée de 4 activités sportives, de quoi donner du fil à retordre aux architectes. On est plus, non pas sur un bâtiment traditionnel, mais sur, je dirais plutôt, un ouvrage d'art, puisque la complexité de sa construction a amené un certain nombre de bureaux d'études à travailler sur le sujet. Tout en transparence et porte-à-faux, ce nouveau pôle sportif devrait accueillir ses premiers pratiquants à la rentrée 2023, avant d'espérer servir de centre d'entraînement aux athlètes de Paris 2024. Dans les années 1930, Nicolas Schiedler et son épouse ont créé leur entreprise d'autocars. Avec l'achat d'un premier bus, la société Schiedler a permis à la population rurale d'accéder à la ville. Aujourd'hui, l'entreprise est encore familiale et permet à de nombreux Mosellans de se déplacer dans le département ou de voyager tout simplement. Et pour mettre à l'honneur Nicolas Schiedler, la municipalité de Bouzonville a baptisé une place en son nom. Reportage. Ne cherchez plus la place du marché à Bouzonville. Elle est désormais baptisée place Nicolas Schiedler. C'est grâce à ce bus Citroën que l'aventure familiale de transport collectif a débuté il y a 92 ans. Avec des liaisons régulières entre Bouzonville, Remerin et Metz, cet autocar acheté par Nicolas Schiedler et son épouse a permis à de nombreux passagers de se rendre en ville dès 1930. Aujourd'hui, je veux dire que tout le monde peut trouver une voiture, un minicar, un autocar. Bien sûr, autrefois, il n'y avait rien. Il y avait des chevaux qui tiraient des carrioles et il n'y avait pas beaucoup de voitures à moteur. Et donc les distances qu'il fallait parcourir, il fallait les parcourir avec
avec un véhicule à moteur qui ait suffisamment de place pour transporter du monde, le début du transport collectif. Il est intervenu sur ce créneau-là parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Des gens qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'aller vendre leurs produits, qui ont besoin d'aller à la ville pour différents besoins administratifs, médicaux ou pour acheter des produits. Thierry, l'un des petits-fils de Nicolas, préside aujourd'hui la société qui emploie une centaine de personnes et compte plus de 65 autocars. Il se souvient de son grand-père comme étant un homme gentil et travailleur. Je me souviens de lui au volant de ses autocars. Je me souviens de lui toujours bienveillant. Il n'était pas du tout autoritaire, c'est quelqu'un de gentil, qui était assez modeste d'ailleurs. C'était quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de volontaire, un travailleur. C'est donc pour ses qualités humaines et son impact dans le transport touristique et scolaire mosellan que la municipalité a souhaité le mettre à l'honneur. Le plus beau des hommages que nous pouvions rendre ici à Bouzonville était de renommer cette place en hommage au fondateur Nicolas Schidler, dont les bureaux et dont les premiers garages se sont situés ici, sur cette place du coup Nicolas Schidler. Et près d'un siècle plus tard, le siège social de l'entreprise familiale demeure toujours dans la commune. Né à Metz en 1933, le cinéaste Jean-Marie Straub est mort à l'âge de 89 ans ce dimanche matin en Suisse. Il était lié à cette tendance, la Nouvelle Vague, mouvement qui a bouleversé le 7e art au début des années 60, un nouveau genre cinématographique rejetant le cinéma français traditionnel et se voulant plus libre et plus en accord avec les problématiques sociétales de l'époque. Le Messin travaillait avec sa compagne Danielle Huillet, disparue elle en 2006. On lui doit une cinquantaine d'œuvres. Direction maintenant les bords de l'étang de l'Indre, domaine départemental qui existe depuis la deuxième moitié du XIIIe siècle. Ce week-end, le lieu accueillait la 14e édition de la fête de la Grande Pêche, un événement qui ne s'était pas déroulé depuis 2019. 7000 personnes étaient attendues sur 2 jours d'animation. En plus de pouvoir acheter du poisson local et des produits artisanaux, le public a pu découvrir une technique de pêche ancestrale. Regardez. Ils tirent le filet manuellement à travers l'étang de l'Indre, resserrent petit à petit autour des poissons, puis font remonter leur prise qui reste encore incertaine avant d'avoir touché la surface de l'eau. Une technique datant du Moyen-Âge, exécutée par les pisciculteurs du domaine, sous les yeux d'un public attentif. On ne se rend pas compte comment on vit d'un étang et comment on récolte, comment on pêche les poissons. Les petits voient la pêche des poissons avec la ligne, avec les bateaux, mais pas comme ça à la main et à la force des bras de plusieurs hommes pour tirer le filet, quoi. Une démonstration proposée pour la 14e édition de la fête de la Grande Pêche. L'occasion d'observer ce site de 620 hectares, le plus grand des étangs piscicoles de France, géré par le département. Alors nous sommes à un budget de près d'1 million d'euros par an, avec 10 personnes qui sont affectées totalement ici. On produit chaque année 7 millions d'alevins qui sont ensuite revendus à des producteurs, à la pisciculture locale, mais aussi à des propriétaires d'étangs. Et revendus aussi aux particuliers sur le site. La production sert également à alviner les 13 millions de mètres cubes de l'étang. On y trouve des perches, des cendres, des brochets, mais aussi la carpe qui est très facile à cuisiner, voire même de la tanche. Là, c'est plus pour les gourmets. Les tanches qui ont une chair un petit peu rosée et qui est très très bonne, à condition d'avoir des poissons qui sont restés pendant 48 heures dans l'eau claire. Ce que l'on fait au domaine de l'Indre pour vous, pendant le week-end de la Grande Pêche, les poissons ont été purgés et peuvent être directement cuisinés. Entre 30 et 80 tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans cet étang. Quelques mètres plus loin, la vente de poissons a en effet débuté. Mettez-en encore un là. Encore un ? Oui. Voilà, c'est bien. Et les amateurs n'ont pas oublié d'apporter de quoi transporter leur butin. Donc ça nous permet de choisir des poissons et puis les faire à sa façon et cuisiner quand on veut. Et c'est agréable d'acheter dans l'environnement naturel, pas au magasin. Il y a toujours beaucoup de monde, on fait ça pour la fête de la Grande Pêche. Sinon, on fait de la vente pour les particuliers le samedi matin. 1,6 kg. Parmi les nombreux curieux, certains étaient seulement là pour observer le spectacle et le paysage, le tout dans une ambiance festive et musicale. L'étang de l'Indre est également classé espèce naturelle sensible et est intégré dans le périmètre de Natura 2000. Il bénéficie également du label agriculture biologique avec de beaux projets à la clé, comme nous l'explique le président du département et le directeur du site.
Le label agriculture biologique est attribué grâce à un organisme de certification qui vient contrôler plusieurs fois par an la façon dont on produit les poissons dans les étangs. Donc en fait, ça indique tout simplement qu'on respecte un cahier des charges pour une nourriture de qualité puisque les poissons sont destinés à être consommés. Et très concrètement, par exemple, on ne nourrit pas les poissons, ils se nourrissent naturellement dans les étangs, on ne les traite pas, ils ne prennent pas d'antibiotiques et on respecte un cycle qui va de leur naissance jusqu'à leur commercialisation, y compris la mise à mort du poisson pour qu'on puisse le manger, qui suit ce cahier des charges pour le bien-être animal et pour le maintien en bonne santé des consommateurs, donc des Mosellans et de nos autres clients. C'est-à-dire que c'est également un site qui a une vocation d'alimentation au circuit court. Mon objectif à moi, c'est que le poisson du Lindre rentre dans la restauration des collèges de Moselle. On est en train de travailler sur une filière de transformation ensuite, de la perche par exemple, où là il y a une filière qui est en train de se mettre en place en partenariat avec la communauté de communes du Sarrebourgeois, mais aussi, et je crois que c'est important de le signifier également, il y a une vocation touristique. Donc c'est un site lié à la biodiversité, reconnu comme tel, un lieu de biosphère internationale, et je crois qu'on a cette estampille depuis 2013, et pour nous c'est absolument essentiel que ce site serve également de pédagogie environnementale, écologique en direction de notre jeunesse. Donc il est complètement ouvert, on estime à peu près à 40 à 50 000 visiteurs par an, puisqu'ici on est sur un espace naturel sensible qui a cette estampille depuis 1979, et nous continuons à le préserver, et cela sous la responsabilité totale, pleine et entière du département de la Moselle. Allez, tout de suite, on passe à la rubrique sport. Bonsoir Jean. Bonsoir Uranie. Alors on va commencer cette rubrique sport par l'international. L'équipe de France de handball repart de l'Euro 2022 les mains vides. Effectivement, elles cherchaient une médaille de bronze de consolation. Elles n'auront finalement que des regrets. Chahutée par la Norvège en demi-finale vendredi, l'équipe de France de handball a une nouvelle fois déjoué dans la petite finale face au Monténégro ce dimanche. Score final après prolongation 27-25. Les coéquipières de Jovanka Radicevic étaient tout simplement trop fortes cette fois-ci. A noter que deux joueuses de Metz Handball, Christina Jorgensen et Louise Burgard, ont de leur côté remporté la médaille d'argent avec le Danemark. Alors Uranie, je sais que vous avez hâte de voir l'équipe de France rebondir. Le prochain rendez-vous pour les Bleus, c'est le championnat du monde en Norvège et en Danemark et en Suède l'hiver prochain. Le rendez-vous est pris. On va continuer sur le handball, mais on retourne en Moselle à Sarrebourg. Sarrebourg-Moselle Sud Handball s'est incliné à Cherbourg en Pro League. C'est effectivement une des mauvaises nouvelles du week-end, loin de Coubertin où il réalise des exploits. Les joueurs d'Arnaud Calbry ont souffert à Cherbourg. Auteurs de 16 paires de balles, les Yellow Fox ont sabordé leur bon travail défensif. Ils s'inclinent finalement sur le score de 25-20. Il y a des conséquences au classement, comme on peut le voir. Sarrebourg intègre un drôle de groupe au milieu du tableau avec Caen, Bordeaux qui comptent chacun 6 victoires et 4 défaites. Le prochain défi sera la réception de Saran, actuel 4e, le 26 novembre à 20h30, un match à suivre en direct sur Moselle TV, avec aux commentaires bien sûr Arnaud Demerlet et Jean-Yves Schaff. Cap sur le football, désormais le FC Metz a prolongé sa série de victoires en venant à bout d'Épinal en Coupe de France, c'était ce samedi. 2 victoires en coupe, 2 victoires en championnat. Les Grenats ont soigné leur sortie avant une longue trêve. Lors de ce match de coupe en terre vosgienne, les hommes de Laszlo Bologna ont pourtant peiné jusqu'à la 87e minute et un but de Lenny Joseph entré en cours du jeu. Score final 1-0. Désormais au repos, les Grenats connaîtront leur prochain adversaire de coupe lors du tirage. C'est ce lundi soir à 19h30 et ils retrouveront la compétition en Ligue 2 le 26 décembre face à Niort. Du volley à présent, Tervier-Florange a signé une 3e victoire de rang face au Pays d'Aix-Venelle. Et c'est pourtant une équipe qui ne réussit pas habituellement aux joueuses du TFOC. Battues lors de leurs 3 dernières confrontations, les joueuses de Romain Pitou n'ont pas tremblé cette fois. Contrariées dans le premier set, elles ont finalement dominé le reste de la partie pour l'emporter 3-7-1 et récolter de précieux points à l'extérieur. Quand on observe les autres résultats de la journée, il s'agit d'une belle opération puisque le Canet a perdu chez lui face à VNBV Nantes, a écarté Béziers et Saint-Cloud a écarté Mulhouse. Et puis on va voir tout de suite comment cela se traduit finalement au classement. Le TFOC est désormais 4e derrière Nantes, Cannes et le Canet. Une place de choix qu'il faudra préserver face à Marc-en-Barœul, actuellement 11e samedi prochain.
De leur côté, les Metz Canonniers sont tombés dans un piège chez la Lanterne Rouge. Les basketteurs mosellans auront bien du mal à expliquer leur déroute qu'ils ont subie face à Furdenheim. Les Fufus, comme on les appelle, bien contents bien sûr de stopper la conquête d'une équipe prétendant en play-off en fin de saison, se sont montrés solides malgré une tentative de comeback en fin de match de la part des Canonniers. Au classement, la conséquence est moindre puisque les Grenats tombent à la 6e place mais restent seulement à un point de Lons, Tremblay, Holzheim et du Woosb. Les hommes d'Anthony Tomba seront de retour sur les parquets dimanche face à Souffle-Weiersheim en Coupe de France. Enfin Jean, il y avait du ski à scruter au Snow World ce week-end. Et 811 concurrents de 14 nationalités se sont défiés dans le cadre d'une coupe Indoor Masters. Et puis pour en savoir plus sur cet événement, je vous invite tout simplement à regarder Moselle Sport demain à 18h30 avec Mathieu Anquinet à la présentation. Merci beaucoup pour ce récapitulatif. À bientôt Jean. À bientôt. 2 salles, 2 ambiances. Le parc des expositions de Metz accueillait ce week-end un double salon avec d'un côté du 100% vintage et de l'autre l'univers du mariage. 2 événements dans l'air du temps qui ont attiré le public. L'occasion de s'interroger, les salons de ce genre sont-ils encore tendance? Réponse dans ce reportage. Des vinyles, du mobilier, des vêtements et même des jeux d'antan. C'est un vrai retour dans le passé au cœur du parc des expositions de Metz. Un salon 100% vintage et pourtant dans l'air du temps, car la passion de l'ancien est de plus en plus démocratisée. Retrouver des objets anciens qu'on a connus et qu'on n'a plus forcément à la maison. On regarde ce qu'il y a de plus ancien pour peut-être revendre, etc. Certains exposants ont de l'expérience, d'autres débutent, mais tous voient ce type de rendez-vous comme une opportunité pour se faire connaître. C'est un tremplin de visibilité, ça permet de rencontrer les gens, que ce soit des futurs clients ou des collègues, et ça permet aussi de montrer aux gens comment utiliser nos objets, les mettre dans leur décor. Comme pour d'autres salons, l'affluence est plutôt importante. Ici, 300 événements sont organisés et accueillis à l'année. Pourquoi les salons sont tendance ou restent tendance? Parce qu'ils restent des lieux d'échange physique où on peut discuter. Et aujourd'hui, les salons restent le seul média où on a encore toute cette possibilité de voir, de toucher, de sentir aussi. Puis les salons, ce sont des espaces de convivialité. À cette période, de gros rendez-vous se succèdent, générant ainsi 10% du chiffre d'affaires annuel. Metz Vintage aujourd'hui, le salon du mariage, mais Show Industrie qui va ouvrir ses portes vendredi prochain. Auriaction qui est un très gros événement qui va traiter de l'orientation et qui va accueillir un public très jeune. L'objectif qui est le nôtre est d'avoir une gamme d'événements et pour chaque événement d'animer une communauté. Et parmi les communautés toujours au rendez-vous, les futurs mariés. D'ailleurs venus nombreux pour cette nouvelle édition du Salon du mariage. Un temps fort incontournable aux côtés de 67 prestataires du secteur. C'est toujours très important de faire les salons pour déjà, malgré la réputation que le magasin peut avoir, se montrer au monde. Autre avantage, cette fois-ci pour les couples, optimiser leurs recherches pour le jour J. Ça nous permet de voir plusieurs prestataires en même temps et on se rend compte directement des matériaux, on peut toucher, discuter, voir, avoir des prix. On peut tout voir en une fois. Défilé de robes et de costumes, composition florale, art de la table, alliance ou encore traiteur, le mariage reste une tradition bien ancrée dans notre société et brasse ici entre 800 et 1000 couples sur 2 jours. Alors les salons seront toujours tendance tant qu'ils répondront à la demande et aux traditions. On s'intéresse maintenant aux forêts et à la filière bois avec notre invité du jour. Pascal Triboulot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de FIBois Grand Est. Les conclusions des assises régionales des forêts et du bois du Grand Est ont été présentées vendredi dernier, le 18 novembre. Alors l'état des forêts, on le connaît maintenant cet état dans les grandes lignes avec les conséquences liées au réchauffement climatique. Mais ces assises ont permis de dresser quels nouveaux enjeux pour la filière bois et nos forêts ? Alors, l'objectif principal de ces assises régionales de la forêt et du bois, c'était de faire le pari que toutes les parties prenantes qui sont liées aux multifonctionnalités de la forêt étaient capables d'une part de s'écouter et d'autre part de dialoguer et de réfléchir ensemble à ce que seraient nos forêts du futur. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les parties prenantes.
Les parties prenantes, ce sont les propriétaires forestiers, qu'ils soient publics et privés. Ce sont évidemment les gens dont l'activité industrielle est liée à la récolte du bois, mais ce sont aussi les naturalistes qui s'intéressent à la préservation de la biodiversité, mais ce sont des scientifiques, ce sont aussi des chasseurs, et puis ce sont les simples citoyens, ceux pour qui la forêt est un lieu de ressourcement, un lieu de loisir pour se promener, faire de la randonnée, aller aux champignons, j'en passe et des meilleurs. Et ce que l'on constate aujourd'hui, et c'est ce qui explique pourquoi Fibois Grand Est a fait de ce dialogue avec la société une priorité, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de crispation. Chacun a son point de vue, chacun a son avis sur ce que doit être ou ne doit pas être la forêt. Et c'était urgent de pouvoir mettre sur la table l'ensemble des problématiques sur ce que j'appelle les multifonctionnalités de la forêt, et puis pouvoir en débattre. C'était ça l'enjeu, et je crois que l'enjeu de ces premières assises de la forêt et du bois a été parfaitement atteint. Et est-ce que vous avez parlé d'investissement également, des investissements la deuxième édition. Vous m'entendez toujours ? Oui, mais je n'ai pas entendu votre question. Ma question était, avez-vous évoqué de potentiels investissements, puisque tout ça, dresser des enjeux, ça a un coût finalement dans la gestion de la filière bois et des forêts. Oui, alors on ne va pas parler d'investissement industriel. Si je devais dresser des conclusions très synthétiques de ce qu'ont été ces premières assises, il y a 3 points qui sont importants. D'une part, chacun s'est accordé pour dire que les forêts de 2050 ou après seront fondamentalement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est évidemment lié au changement climatique. La deuxième chose qui est importante et qui a fait l'unanimité, c'est que les besoins en bois dans notre société ne vont cesser d'augmenter. Pour une raison tout simple, c'est que les ressources fossiles, que ce soit en matériaux et en énergie, vont atteindre leurs limites, et que tout ce qui s'appuie sur le renouvelable, et le bois évidemment en fait partie, c'est une voie évidemment qu'il faut explorer, mais c'est aussi une chance pour notre région Grand Est, parce que là, une activité et un réservoir forestier qui est tout à fait à même de répondre aux enjeux de la société. Et puis le troisième point, chacun est d'accord pour dire que la forêt, il faut aussi à travers tout ça préserver la biodiversité, parce que c'est important pour l'avenir de la planète. Donc il y a eu une forme de consensus autour de ces différents points. À charge maintenant, pour nous, de trouver la manière de faire en sorte que cette multifonctionnalité de la forêt, si j'avais le temps, je pourrais la décrire, cette multifonctionnalité, elle soit acceptée et admise par tout le monde, et qu'on arrive à avoir à la fois une culture commune et un discours commun sur les grands enjeux, à travers évidemment l'avenir de la forêt, mais aussi l'utilisation du bois qui est fondamentale pour l'avenir de notre planète. Lors de ces assises, les réflexions étaient donc tournées vers l'avenir des forêts d'ici 2100. Alors une question, pourquoi voir aussi loin ? Est-ce qu'il y a une raison ? Écoutez, le travail du forestier, c'est un travail qui s'inscrit dans le long terme. Une décision en matière de gestion sylvicole qui est prise aujourd'hui, on en verra les résultats au mieux sur des essences à croissance rapide dans quelques dizaines d'années, on va dire 30-40 ans, mais pour la plupart des essences qui sont les essences de notre région Grand Est, le résultat de tout ça, c'est plutôt de l'ordre de grandeur, c'est le siècle. Il ne faut pas oublier que dans la région Grand Est, c'est une région qui est avant tout une région de feuillus. C'est pas pratiquement 80% des essences qui sont présentes dans notre région sont des feuillus, contrairement à ce que tout le monde pense. Vu de Paris, l'illustration du Grand Est, c'est le sapin des Vosges. Je suis désolé, mais le sapin des Vosges, c'est une essence largement minoritaire par rapport à l'écrasante majorité des essences feuillues. Donc il y a toute une réflexion à avoir autour de cette réalité-là, en particulier dans le domaine de la construction, et il y a tout un ensemble de points qui sont nécessairement mis sur la table pour essayer d'avoir une vision collective, une vision commune de ce que sera la forêt du Grand Est dans le prochain siècle et au-delà. Et le Grand Est, c'est 33% de surface boisée, donc finalement il faut les préserver, mais est-ce qu'il faut agrandir aussi ces espaces ? Alors, quelques chiffres, la forêt du Grand Est, c'est 1,9 million d'hectares.
Ça représente à peu près effectivement 33% du territoire. Mais c'est aussi une région qui est particulière à différents points de vue. D'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forêt qui est majoritairement faite de feuillus à près de 80%, et c'est aussi une forêt qui a un potentiel de production très élevé, de l'ordre de 7,4 mètres cubes par hectare et par an, alors que la moyenne nationale est plutôt autour de 5 à 6. C'est une forêt aussi qui est très particulière parce qu'elle est avant tout publique. Il ne faut jamais oublier que la forêt elle a toujours un propriétaire, qu'il soit privé ou qu'il soit public. Sur l'ensemble du territoire national, la forêt est avant tout privée, à près de 75%, mais dans le Grand Est, c'est tout à fait la proportion inverse, puisque la forêt est publique à pratiquement 60%. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis ces générateurs évidemment d'emplois, on a à peu près 55 000 emplois directs et indirects qui sont liés à l'activité autour de la forêt et de la transformation de la récolte et de la transformation du bois. Donc vous voyez qu'il y a là un enjeu tout à fait conséquent pour notre grande région. Et les prochaines assises des forêts et du bois du Grand Est auront lieu les 13 et 14 décembre 2023 à Nancy. Merci beaucoup d'avoir évoqué tout ça sur notre plateau. À bientôt. Et pour terminer cette édition, voici l'image du jour. Elle nous emmène au centre-ville de Metz où se déroulait samedi après-midi une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Des citoyennes et des citoyens, mais aussi des militantes des collectifs Nous Toutes, Effrontées ou encore Couleur Gay faisaient partie du cortège. La foulée a déambulé plusieurs minutes avant de se rendre devant le tribunal de Metz pour l'action forte du jour. Un die-in. Comprenez par là que certaines femmes se sont allongées en silence pour rendre hommage aux femmes décédées sous les coups de leurs conjoints. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, 120 féminicides ont été recensés. L'objectif de cette mobilisation demandait de réelles mesures pour lutter contre ces violences. Mais ce n'était pas la seule manifestation du jour puisque des militants anti-corrida étaient également présents au centre-ville. C'est tout pour l'actualité du jour. Pour la suite de votre programme, enfilez le maillot grenat pour Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.